on reprend. Merci d'être resté malgré ces conditions climatiques extrêmes auxquelles nous vous confrontons. Pour garder, en même temps, ça nous empêche de vouloir faire une petite sieste digestive. C'est parfois un peu difficile de reprendre après le repas. Là, le frais va nous permettre de rester bien alerte. Donc, on va. Alors, je ne suis pas Loïc Blondiot. Comme vous l'aurez constaté, mais je vais le remplacer pour l'animation donc, de cette troisième temps d'échange sur la reconnaissance des droits à la nature, puisque là aussi, ça n'aura échappé à personne. Il y a un regain d'intérêt, à la fois des mouvements écologiques et aussi de la recherche, en fait, autour de la question de la reconnaissance des droits à la nature, et pour essayer de discuter autour des liens qu'on pourra faire entre les deux. Donc, nous avons 3 personnes assises à cette table. D'abord, Nadia Belaïdi. Vous êtes directrice de recherche en droit anthropologie au CNRS et vous avez publié plusieurs ouvrages d'ailleurs sur la question des droits de la nature, sur lesquels vous travaillez depuis un moment. Vous êtes rédactrice en chef et directrice de la publication de la revue Droit et Culture. Vous travaillez aussi sur la fabrique du droit en général, environnemental, avec les différents types d'échelles, les échelles locales, les échelles globales. Et vous travaillez aussi sur une question dont on a parlé, sur les savoirs juridiques et leur construction à différentes échelles par les acteurs. Donc voilà, je résume et vous parlerez bien mieux de vous que moi sans doute. Ensuite, je remonte la table à l'envers cette fois avec Karine David, qui vous êtes donc professeure de droit public à l'université d'Aix-Marseille. Là aussi, vous êtes chercheuse, alors vous travaillez beaucoup sur la question de l'outre-mer aussi, que vous travaillez sur des aspects institutionnels et normatifs en droit de l'environnement et spécialement en droit de la Nouvelle-Calédonie. Et aussi, on a pensé à vous spécialement puisque vous avez été coporteuse avec d'autres d'une initiative en Nouvelle-Calédonie pour la reconnaissance comme entité juridique protégée d'éléments de la nature dont je vous laisserai dévoiler l'identité pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, et aussi vous êtes directrice éditoriale de la revue juridique du bonheur. Voilà, ça c'est quand même le dire, important. Et enfin, voilà, Pierre Brunet. Donc vous êtes professeur de droit public à l'école de droit de la Sorbonne, à Paris 1, et vous êtes au départ, on va dire, théoricien du droit, en tout cas toujours, non mais pas forcément sur les questions environnementales, voilà, plutôt sur d'autres sujets, mais je passe. Mais vous travaillez en fait depuis plusieurs années, ce sera peut-être intéressant de savoir comment cette réorientation s'est faite, sur les droits de la nature, que vous étudiez de ce point de vue-là, du point de vue de la théorie du droit, en tant qu'aussi que constitutionnaliste. Et donc, vous avez été l'auteur de plusieurs articles sur des concrétisations, en tout cas juridiques, de la reconnaissance de droit à certains éléments de la nature. Et par ailleurs, c'est à la revue Droit et Société que vous exercez des responsabilités éditoriales en tant que co-rédacteur en chef de la revue aux côtés de Laurence Dumoulin. Donc voilà. Donc là aussi, on avait un peu échangé ensemble sur les questions, comment essayer d'organiser cette table ronde. Et c'est vrai que la toute première question à laquelle on avait pensé, c'est déjà de clarifier de quoi on parle, ce qui est quand même toujours un petit peu utile, et pour voir un peu vos différents regards sur ce qu'on met derrière, sur cette expression droit de la nature. D'ailleurs, on a choisi de le dire droit de la nature, mais on aurait pu l'exprimer nous-mêmes d'autres manières. Et donc, on aimerait savoir à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie à un objet qu'on peut constituer de façon uniforme, univoque, ou est-ce que ça reste encore aujourd'hui, de votre point de vue, une notion un peu protéiforme, que c'est difficile de trouver une forme d'homogénéité derrière les usages de cette expression? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être toi, Pierre, sur cette question. Je vais proposer pour commencer sur ce sujet, en effet. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne savais pas, en effet, que ce serait une épreuve physique autant qu'intellectuelle. Et je vais tenter, avec la voix que j'ai maintenant, de répondre au moins brièvement à cette première interrogation. Alors, effectivement, l'expression droit de la nature, évidemment, nous vient du monde anglo-saxon, mais pas seulement. Et est effectivement assez protéiforme,
parce qu'on y met des choses un peu différentes, à la fois d'un point de vue empirique, mais aussi d'un point de vue théorique. Alors, je vais commencer par la dimension théorique. Au fond, on pourrait considérer, enfin, certains considèrent qu'il y a une forme de théorie des droits de la nature. Et cette théorie, si elle existe, effectivement, elle est très largement portée par des juristes, philosophes, théologiens, ça dépend un peu de qui on parle, principalement américains ou australiens. Alors il y a un philosophe théologien ou un théologien philosophe, enfin peut-être un théologien tout court d'ailleurs, qui a exercé une très grande fascination et qui est Thomas Berry, qui a écrit des tas d'ouvrages faisant l'apologie en effet donc de la terre, de la earth. Il est à l'origine d'un courant qu'on appelle Earth Jurisprudence, la théorie du droit de la terre. Jurisprudence ici au sens anglais, pas au sens français du terme. Donc jurisprudence, c'est plutôt la théorie générale du droit. Et donc ce serait une théorie générale du droit de la terre. Il a écrit The Dream of the Earth en 88, The Great Work, Our Way into the Future en 2000, Evening Thoughts, Reflecting on Earth and a Sacred Community. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire toute sa biographie. Et Thomas Berry a beaucoup influencé des gens comme Cormac Cullinan ou Peter Burdon. Ça, c'est pour les hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes dans ce courant. Alors, eux défendent une conception des droits de la nature qui est très philosophique et qui relève plutôt du domaine de l'éthique, à dire vrai, en assumant complètement l'idée que le droit positif doit être fondé sur des vérités éthiques, des vérités morales. Et donc, on est dans une façon de présenter les choses qui évidemment relève d'une forme de conception du droit naturel à la Thomas d'Aquin, revue et corrigée par l'écologie. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait une communauté de la Terre au sein de laquelle tout individu a un droit à la vie. Et évidemment, ce droit doit être protégé et doit être protégé par le droit positif. Donc on a un droit moral qui doit trouver une concrétisation dans le droit positif. Et l'idée, c'est de penser, de faire en sorte d'admettre qu'il y a en quelque sorte des lois de la nature, des lois écologiques de la nature qui doivent servir de fondement au droit positif et auquel le droit positif doit se conformer. Alors je ne vais pas être trop long sur ce sujet. Sur cette théorie. J'y ai passé beaucoup de temps dans un article paru dans un volume collectif dirigé par notre collègue Zonle. Mais ça, c'est un aspect, en effet, des droits de la nature, mais je prétends, de manière très prétentieuse, que c'est loin d'être le seul courant, ou en tout cas la seule façon de penser les droits de la nature. Et par ailleurs, et là maintenant je vais passer à l'aspect empirique, parce que je voudrais essayer de contraster les deux aspects, on a beaucoup parlé des droits de la nature lorsqu'il s'est agi en 2017 de reconnaître la personnalité juridique à un fleuve en Nouvelle-Zélande, en l'espèce le fleuve Wanganui. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette reconnaissance, qui a donné lieu à énormément de commentaires, notamment dans la presse anglo-saxonne, n'a jamais été justifiée au nom des droits de la nature. Mais en revanche, la théorie des droits de la nature, ou les théoriciens, ou tous ces juristes, philosophes, théologiens qui animent ce courant de Earth Jurisprudence, ont utilisé cet exemple comme évidemment la démonstration de ce que, enfin, les droits de la nature étaient en quelque sorte consacrés. Ça, c'est un premier aspect qui, à mon avis, a conduit à une très mauvaise interprétation de la situation. Mais par ailleurs, il y a un autre cas empirique très connu, qui est évidemment le cas de l'Équateur, qui en 2008, dans sa constitution, reconnaît des droits à la nature, los derechos de la naturaleza, sur 5 articles de la Constitution. Et cette constitution
a donné lieu, en effet, à une discussion à l'Assemblée constituante, à laquelle des représentants d'associations de défense de la nature ou des droits de la nature ont participé. Et en fait, là encore, il y a comment dire, la reconnaissance des droits de la nature dans la Constitution équatorienne est loin de correspondre, comment dire, à un courant unilatéral ou uniforme. C'est très largement le fruit d'une négociation entre des écologistes plutôt, disons, occidentalisés, si je puis dire, et des peuples indigènes qui, en effet, ont en quelque sorte servi à ces écologistes à la fois presque de prétexte, mais en tout cas ont servi un discours autochtone qui permettait de justifier la reconnaissance des droits de la nature au nom justement donc de ce que vous connaissez maintenant assez bien, le Buen Vivir, le Sumac Kafsai et autres conceptions qui elles-mêmes sont en fait très hétérogènes et loin d'être univoques au sein même des populations autochtones. Et alors, effectivement, l'Équateur est apparu comme la démonstration de ce que l'on pouvait, à travers des textes constitutionnels, consacrer des droits de la nature. Mais ces droits de la nature n'ont en fait pas grand-chose à voir avec la fameuse théorie dont je parlais au tout début. Et enfin, pour terminer, toujours en revenant à l'aspect théorique, c'est que on a aussi, on a en fait parlé des droits de la nature bien avant Thomas Berry. Et il y a un nom que je n'ai pas encore cité, qui est évidemment le nom que tout le monde a en tête, qui est le nom de Christopher Stone, qui, en fait, le premier, dans les années 70-72, dans son gros article à la revue d'australienne, pardon, la South California Law Review, pardon, a publié cet article sur la possibilité pour des arbres. Est-ce que des arbres doivent pouvoir plaider? Le texte a ensuite été traduit avec une très belle introduction de Catherine Larrière. Enfin, traduit très récemment par rapport à la date de publication du texte de Stone. Bon, mais Stone lui-même, en fait, comment dire, défend l'idée que l'on puisse imaginer ou que l'on peut, dans le cadre du droit américain de l'époque, envisager de reconnaître un standing, un droit d'action à des arbres. Dans l'espèce, il s'agissait d'une forêt qui était susceptible d'être détruite pour faire une station de ski, enfin une piste de ski. Bon. Mais il n'a pas parlé de rights of nature en tant que tel. Et il ne se réclamait pas d'une philosophie ou d'une forme d'éthique environnementale spécifique. D'ailleurs, il était même, Catherine l'explique très très bien dans l'introduction qu'elle a faite du texte français, en fait, les deux discours sont complètement parallèles. Se développe en effet une éthique environnementale à travers des revues spécifiques d'éthique environnementale dans les années 70. Stone pense l'idée de faire un peu progresser, si je puis employer ce terme, le droit américain, mais il n'est pas lui-même, en fait, dans un discours d'éthique environnementale. Et donc, il y a une reprise des travaux de Stone par la suite, qui est très largement, à mon sens, disons, idéologique. Et puis, il y a encore après Stone, alors même que son article a eu une certaine influence, mais pendant longtemps, on n'en parle plus du tout, il y a tout en droit international un très grand courant d'internationalistes qui, eux aussi, réclament que le droit de l'homme, justement, pour revenir à ce que disait Michel, que les droits de l'homme reconnus au plan international intègrent la question de l'environnement. Et ce sont des internationalistes qui, très tôt, dans les années 80-90, commencent à réclamer qu'il n'y ait pas seulement un droit de l'environnement, mais aussi un droit pour l'environnement. Et que l'environnement soit lui-même pensé comme susceptible, au fond, d'être porteur de droits. Voilà, donc. Et puis, évidemment, il y a encore un nom ici qu'il faut prononcer, qui est celui de Marie-Angèle Hermite, qui, dans les années 90 également, propose de penser une forme de personnalité juridique de la biodiversité, et qui, au fond, défend une thèse qui est très largement une thèse des droits de la nature, sans pour autant se réclamer d'un quelconque courant et sans non plus se réclamer d'une éthique environnementale ou d'une philosophie environnementale spécifique. Donc voilà, droit de la nature, ça peut recouvrir beaucoup de choses, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique, et évidemment d'un point de vue empirique, maintenant, ça se multiplie parce qu'il y a une forme de mimétisme
qui fait que beaucoup d'associations écologistes pensent que c'est un bon moyen de protéger soit des écosystèmes, soit des entités naturelles spécifiques, soit parfois la nature tout en général. Mais là, je ne vais pas déborder sur cette question. Oui, je vais effectivement réagir. Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement derrière l'expression droit de la nature? Alors, c'est vrai que par exemple, moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, et après, je me suis dit, il n'y avait pas de S à droit. Mais du coup, ça c'est encore autre chose en fait. Donc du coup, est-ce que effectivement, au pluriel ou pas au pluriel, est-ce que ça re-questionne les choses? Alors évidemment, je suis assez d'accord, mais moi je ne suis pas théoricienne du droit, donc je ne dirai pas trop sur ce terrain-là. Et finalement, peut-être le regard que moi je peux donner, c'est comment finalement d'une expérience empirique, eh bien, j'ai été amenée à finalement re-questionner les concepts théoriques. Voilà. C'est peut-être plus ça. Alors, je ne sais pas si faut que j'explique le contexte peut-être du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté, dans le cadre duquel on a effectivement travaillé principalement avec Victor David, néanmoins mon époux. Néanmoins mon épout. Où on a travaillé effectivement donc sur, je peux pas parler de ça sans le citer parce que sinon si c'est enregistré je vais me faire et donc en fait où ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille sur un code, le code de l'environnement de la province des îles, donc qui est une province de Nouvelle-Calédonie, donc droit français, qui a la particularité d'être peuplée à plus de 95% par la population autochtone kanak, et qui est constitué, pareil, à plus de 95% de terres coutumières. Et donc, l'idée de ce code de l'environnement, ça a été pour la collectivité, donc pour l'exécutif de la collectivité, de dire, nous, on veut un code de l'environnement, puisque les provinces en Nouvelle-Calédonie disposent d'un pouvoir réglementaire autonome, et donc disposent de la compétence environnementale, donc il y a 3 provinces, 3 codes de l'environnement. Mais en disant, nous, on voudrait un code qui corresponde en fait aux us et coutumes de la population, et donc qui en fait formalise les usages coutumiers. Et donc le travail qu'on fait depuis 13 ans, c'est un travail de fourmi, consiste pour chaque réglementation à connaître les us et coutumes, donc à travailler avec les anthropologues, à faire du terrain, à interroger les gens sur place, notamment les coutumiers, et puis à essayer de voir un peu ce qui se fait dans la région, parce qu'il y a beaucoup de territoires similaires. Et ensuite de faire une première proposition de texte qu'on fait à la fois, puisque c'est une co-construction du droit entre la collectivité et les autorités coutumières, donc on propose à la fois à la collectivité et aux autorités coutumières, et on discute à partir de là de ce qu'il faut faire évoluer, si ça va pas. Et il est bien évident que dans ce cadre-là, eh bien, les cosmovisions de la population autochtone sont omniprésentes, il faut les prendre en compte. Et moi, j'ai tendance à dire que ce qu'on fait, c'est de la traduction, mais vraiment de la traduction. Et donc, on essaye de traduire en ce qu'on appelle, nous, le droit formel. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moi, j'ai toujours dit en droit formel, les usages coutumiers relatifs à la nature. En essayant, effectivement, donc, de faire coïncider au mieux les choses, tout en n'ayant la contrainte. Alors, la contrainte de droit interne, elle est relativement light parce que c'est la charte de l'environnement. Et vu la démarche du code, on est rarement confronté à un problème. Et puis, évidemment, les obligations internationales de la France pour les conventions internationales, pas toutes, mais presque toutes, qui sont applicables en fait en Nouvelle-Calédonie. Et donc, dans ce cadre-là, on a été amené à réfléchir dans le cadre d'une réglementation, en gros, sur les espèces protégées, à la mise en place d'un régime en fait finalement spécifique pour certaines entités naturelles. Alors là où il y a une confrontation finalement par rapport à la question sur finalement quelles sont les conceptions qu'on peut avoir, on était parti effectivement au début sur une question de reconnaissance de la personnalité juridique à des éléments de la nature. On a été confronté à énormément de réticences. Alors, on a commencé à en parler quand même il y a 10 ans. C'est-à-dire que le texte est sorti en 2024, mais c'est un travail de discussion et de prise de température
qui a duré à peu près une dizaine d'années. Donc la gestation a été relativement longue, mais c'était volontaire. Et effectivement, dans la première, les premiers textes qui ont été rédigés, il y avait notamment les principes généraux du code, dans lesquels on parle de reconnaissance de la personnalité juridique à la nature. Ça a d'ailleurs très certainement influencé le Conseil d'État au final. On a, au fil des discussions, des rencontres avec des universitaires, principalement avec des universitaires d'ailleurs, vu qu'il y avait effectivement ce blocage, sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir, sur le fait de reconnaître en fait la personnalité juridique à la nature et donc de passer par une personnification pour reconnaître des droits à la nature. Fort de ce constat, et je vous avoue que en réalité notre seule finalement préoccupation c'était l'État va-t-il attaquer la délibération derrière et donc le juge va-t-il annuler la délibération. Donc on s'est dit on va essayer de pas trop les brusquer et on s'est rabattu sur ce qu'on a trouvé finalement moins clivant et peut-être plus facile à faire passer, mais qui d'un point de vue théorique pose énormément de questions. Mais quand vous faites du droit de l'outre-mer, vous ne faites que remettre en cause tous les concepts, donc c'est quelque chose qui pour moi n'est absolument pas gênant. On s'est dit, ne passons pas par la personnalité juridique. Finalement, à quoi ça sert la reconnaissance de la personnalité juridique, puisqu'on s'appuie sur une définition où même finalement les théoriciens ne sont pas d'accord sur la définition. Et sur le fait que, effectivement, est-ce que reconnaître la personnalité nécessite forcément des droits et des devoirs. Enfin, bref, on était en train de s'embringuer dans quelque chose de très mouvant, de pas du tout stabiliser, alors même que c'est les fondements même du droit civil. Moi, j'ai découvert tout ça, évidemment, à ce moment-là. On s'est dit, finalement, pourquoi pas créer, et là, je dois donner la paternité de cette idée à Victor, pourquoi finalement ne pas créer une troisième catégorie, c'est-à-dire les choses, les personnes, les entités naturelles juridiques, pour leur reconnaître des droits, ce qui nous a en fait énormément aidé pour mettre de côté la question des devoirs. Parce que le leitmotiv systématique, c'était si vous reconnaissez la personnalité juridique, il faut lui reconnaître effectivement des devoirs. Bon, moi, j'avais tendance à dire la nature, elle fait ses devoirs tous les jours, elle nous permet de vivre, donc voilà, elle le fait déjà, on ne va pas non plus lui en demander plus, mais ça ne marche pas tellement comme argument. Et donc du coup voilà. Et là on en est aujourd'hui à finalement s'interroger est-ce que je renvoie notamment il y a un article de Alexandre Zabalza où j'avais été alléchée par le titre et au final je suis pas complètement d'accord, mais sur le fait je suis d'accord sur le principe de s'interroger sur le fait que est-ce que il faut nécessairement être une personne pour être sujet de droit. Voilà, c'est la question finalement, c'est la question que ça pose, question de est-ce que la réponse nous on a essayé d'y donner, c'est non. On n'est pas forcément une personne. Alors ça se discute en théorie, mais moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous là on était face à une situation où la traduction en fait de l'attachement dans les cosmovisions kanak, de l'attachement, et qui est même plus fort que ça, hein, de ces populations à certaines entités naturelles, finalement, elles passaient par leur donner un statut spécifique. Et en réalité, c'est comment, en fait, on leur donnait un statut spécifique qui était plus qu'une espèce protégée. Et si ça passait pas par la personnalité, parce que je dirais clairement que les populations autochtones, elles s'en fichent totalement du véhicule juridique formel qu'on utilise en piochant dans notre droit à nous ou en maltraitant, en fait, nos traditions juridiques de droit civil, elles s'en fichent totalement. Ce qu'elles veulent, effectivement, ce qui transparaissait, c'était nous, par exemple, ici pour les requins, nous, ici pour les tortues, on veut qu'elles aient un statut spécifique qui reconnaisse, en fait, leur statut dans notre culture. Voilà. Et ça nécessite effectivement de temps. Mais ça montre effectivement, pour moi, le côté un peu protéiforme de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut mettre derrière la question des droits de la nature. Merci. Bon, je crois que je n'ai rien à ajouter, moi. Bon, moi, je me situe à un niveau, il va y avoir des connexions, c'est super, super. Donc moi aussi, j'ai commencé à me poser la question, droit avec un S ou sans S, est-ce que c'était fait exprès, que c'était une faute? Je me suis dit, bon. Alors donc, j'ai pas posé la question, mais je me dis, on verra bien.
Juste pour poursuivre dans les connexions, je pense en fait effectivement que moi je suis plutôt sur la question empirique aussi, en termes d'observation participante, mais à un autre niveau, au niveau du droit international, de la fabrique de la norme environnementale et écologique dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Et je dis observation participante parce qu'en fait, vous allez voir comment c'est drôle, je suis le point focal national France, donc, pour l'article 8J et dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire les savoirs et pratiques, innovations, des peuples autochtones et communautés locales de France. Cool, hein? De France. Donc, ce n'est pas du tout une gageure, hein, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire en fait que j'observe toutes ces négociations de l'intérieur, dans le cadre de la négociation de la délégation France, pardon, et pour faire reconnaître, avancer la reconnaissance des savoirs et donc des droits des peuples autochtones et des communautés locales en France, qui ne s'appellent pas comme ça, parce qu'elles s'appellent communautés d'habitants, ce qui nous aide beaucoup. Bon, bref. Donc, tout ça, c'était pour rajouter un tout petit peu et puis un petit peu de contexte. Donc moi, ici, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est surtout, donc, évidemment, la manière dont les populations vont parler de leur propre rapport à l'environnement, parce que moi, c'est bien ça la question, en droit de la nature, mais ici, la question, pour tout vous dire, la question du ou des droits de la nature, en fait, ne se pose pas. C'est un point qui n'est jamais avancé. En revanche, la question des relations à la nature, on a parlé des cosmogonies, donc on va dire allez, les ontologies, allons-y, des rapports à la nature et donc des systèmes juridiques qui sont produits à partir de ces ontologies. C'est la confrontation entre les ontologies autochtones et les ontologies du droit positif, mais en plus international. Donc, ce qui fait qu'on a non seulement la problématique française inscrite au niveau international, et donc l'ensemble des autres peuples autochtones, puisqu'en fait, il y a la Convention sur la diversité biologique est la seule convention où ce qu'on appelle les IPLC, donc Indigenous People and Local Communities, ont un statut. Elles n'ont pas le droit de vote, mais en revanche, elles participent à la discussion et à la négociation. Donc, c'est les États qui votent, mais néanmoins, elles sont présentes et participent vivement, donc notamment par une grosse organisation qui est l'IIFB, donc qui est une grosse organisation autochtone sur la biodiversité, où sont réunis les autochtones francophones. Alors, je dis autochtones, c'est pas bien, hein, c'est le représentant des peuples autochtones et des communautés locales francophones, hispanophones et anglophones. Toutes ne sont pas organisées de la même manière et toutes n'ont pas la même compréhension des procédures et du processus au niveau international. Mais par contre, ce qu'on retrouve, c'est qu'elles vont organiser leurs revendications et donc essayer de trouver, alors même que c'est très compliqué, hein, parce qu'on est sur des groupes sociaux qui sont très très différents, qui ont des pratiques et des rapports à la nature, et en fait, c'est pas rapport à la nature, c'est rapport au monde, c'est-à-dire un rapport au vivant, humain et non humain. Et le vivant non humain est aussi intimement lié à la manière dont les individus humains s'organisent entre eux. Donc, c'est essayer de trouver un point, on va dire, une convergence, en tout cas quelque chose à émettre qui soit cohérent pour l'ensemble de ces populations. Et les groupes sociaux sont très, 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 très nombreux, donc culturellement très différents, mais avec donc le point qui est qu'ils ont une relation à la nature particulière. Donc, et ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'en fait, ça a fait l'objet de 27 années de discussion, donc ce fameux article 8J dans la Convention sur la diversité biologique donc, de 1992, qui a eu un groupe de travail, qui a produit énormément de recommandations, d'avis, etc., et qui a permis un certain nombre d'avancées. Les dernières en date et les plus intéressantes, les dernières en date, juste ça, ça a été qu'on est passé de la question des savoirs traditionnels, et notamment avec le protocole de Nagoya, donc l'article 8J. Et les fameuses dispositions connexes, c'est notamment l'article 10C, la question sur les territoires, et donc l'utilisation des savoirs traditionnels et des savoirs locaux. Et je vais utiliser savoir et pas connaissance, je pourrais dire pourquoi tout à l'heure. L'utilisation de ces savoirs pour en fait produire une conservation alternative, donc différente de celle qui est produite par les États et qui donc vient des conventions internationales, qui peut-être puisse fonctionner, c'est-à-dire on partirait des modes de vie, des modes de représentation de la nature de ces populations qui ont des résultats de conservation et pas l'inverse. Donc poser des objectifs de conservation et mettre en place des choses qui
permettrait d'y arriver. Et donc, juste pour aller continuer sur ce point, donc ici, droit de la nature n'est pas un terme utilisé. En revanche, c'est vraiment toute la question des relations à la nature qui est en jeu et qui est particulièrement en jeu parce que là, maintenant que le groupe de travail est devenu un organe subsidiaire dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, les États sont en train de remettre en cause complètement la question même de la prise en compte des relations à la nature. Et ça, je vous parle de ça, c'était au Panama, là en octobre dernier. Une semaine, on est sorti d'une semaine de négociations. En fait, le jeudi soir, on a tous pleuré. C'était vraiment la mise à mal de 27 ans de négociations. On espère juste que la COP17 va arranger les choses, mais on n'est pas sûr du tout. Donc voilà. Bon. C'est bien, je pense que ça a vraiment illustré la diversité de ce qu'on peut mettre derrière en termes disciplinaires, en termes de point de vue en fait sur l'objet, en termes d'approche aussi sur l'objet derrière cette expression droit de la nature. Et on voit aussi que ça emprunte à plusieurs disciplines. En tout cas, Pierre, toi, voilà, tu fais référence philosophie, théologie, le droit, les communautés, des espaces sociaux particuliers, les groupes sociaux, les communautés autochtones, même si toutes les deux vous partagez la même idée que ce langage, c'est nous qui le collons en fait sur leur représentation de leur manière voilà, d'habiter ou d'être en relation avec les éléments de la nature. Et en tout cas, ce qui est interpellant, c'est que ce langage autour des droits de la nature, il est mobilisé, il se diffuse. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater dans différents espaces et dans différents groupes. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que vous pouvez nous dire de vos connaissances et des connaissances qui sont produites justement sur la manière dont on peut comprendre et étudier cette appropriation par différents types de mouvements sociaux qui ne sont pas lus que des mouvements autochtones maintenant, des droits de la nature. Quel regard vous portez, vous, sur cette question? Je ne sais pas ce que... Alors, effectivement, s'agissant de cette question de finalement comprendre la diffusion des droits de la nature, alors j'avoue que moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis pas mal interrogée, justement parce qu'on attribue finalement cette origine aux communautés autochtones pour la simple et bonne raison que, effectivement, si on regarde là où sont nés des réglementations, des législations reconnaissant des droits à la nature en passant généralement par la personnification, ce sont des États dans lesquels il y a des populations autochtones ou, par exemple, en Nouvelle-Zélande, par rapport à une implication d'une population autochtone s'agissant du fleuve Wanganui. En Inde, c'est beaucoup aussi relié à ça dans un premier temps. Et puis, finalement, après, ça se diffuse. Et puis, on a plein de pays dans lesquels on va reconnaître, soit au niveau local, soit au niveau national, des droits de la nature, et on commence à constater que ça, finalement, ne concerne pas nécessairement des États dans lesquels il existe des populations autochtones. Donc, ça pose question. Mais quand effectivement, on vit ça de l'intérieur et qu'on voit que finalement, c'est nous qui avons amené, en tant que juristes occidentaux, c'est nous qui avons amené les droits de la nature sur le plateau. Et je pense que dans tous les pays, ça a été ça. Parce que c'est effectivement une traduction de notre langage à nous, mais ça n'appartient pas au langage autochtone. Donc, attribuer la paternité ou la maternité, disons la maternité avec la Pachamama, mais des droits de la nature aux populations autochtones, je trouve que c'est un peu dévoyé. Enfin, moi, à mon sens, c'est un peu dévoyé. Ça, c'est le premier élément sur lequel on peut éventuellement développer, mais moi, c'est vraiment ça, parce que de l'avoir vécu, et même nous, quand on a dit on peut faire ça, au début, c'était un peu dubitatif, quoi. Ouais, ok. Et puis la deuxième chose, c'est finalement le débat autour de est-ce qu'on peut transposer finalement, et c'est lié, hein, est-ce qu'on peut transposer finalement ces perceptions autochtones qui débouchent sur la reconnaissance de droits à la nature dans des concepts qui sont dans des cadres, pardon, qui sont des cadres purement occidentaux. Voilà. Ben, quand on a répondu à la première question à la manière dont j'y ai répondu, ça pose absolument aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, moi, je trouve qu'on se poser cette question-là, évidemment
que la perception de la nature des populations autochtones, de toute façon, elles diffèrent d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'une population autochtone et une autre, en Nouvelle-Calédonie, vous allez dans différents endroits, c'est pas la même perception. Rien que sur un territoire. Donc vous imaginez bien. Et effectivement, les cosmogonies en Amérique latine, c'est pas les mêmes que dans le Pacifique, c'est pas les mêmes qu'en Afrique. Donc quand on a répondu à cette question en disant finalement c'est nous qui avons mis ce chapeau-là, du coup ça pose pas vraiment de difficulté en réalité de les transposer pour moi dans des systèmes juridiques occidentaux, parce que même si le lien à la nature est différent, il y a en tout cas pour les communautés, qu'elles soient autochtones ou pour les groupes qu'on peut rencontrer de citoyens qui se fédèrent aujourd'hui autour. Moi, je vois rien qu'à Marseille, l'Arc, la Durance. Voilà, il y a cette. Alors, je ne sais pas pourquoi beaucoup plus autour des fleuves qu'autour d'autres écosystèmes, mais voilà. Finalement, il y a un lien spécial. C'est-à-dire que les collectifs qui se rassemblent autour de cette revendication-là, ils parlent, quand ils parlent du fleuve, de la rivière, du glacier, de ce que vous voulez, ils en parlent d'une manière qui, moi, parfois, me rappelle la manière dont les populations autochtones parlent de leur lien à l'environnement. Donc, en fait, ça traduit pour moi simplement un lien spécifique. Pour moi, la difficulté, elle n'est pas dans est-ce qu'on peut transposer, parce qu'on ne va pas transposer la relation à la nature, on transpose un outil juridique qui, en fait, est un outil juridique occidental à la base. Donc, moi, j'avoue avoir du mal à rentrer dans ce débat-là, face à ce constat-là. Et du coup, pourquoi il y a un engouement sur les droits de la nature? Et pourquoi il y a un engouement sur le fait de reconnaître, alors, en passant par la personnalité ou pas, peu importe, parce que, comme le disait par exemple Michel tout à l'heure, face au recul du droit de l'environnement, on essaye de trouver d'autres solutions, en réalité. Et c'est parce que le droit de l'environnement est en recul, qu'on ne le respecte pas, qu'il n'est pas assez efficace dans ce qu'on voudrait qu'il apporte, que moi je dis pas les droits de la nature, ça va régler, ça va tout régler. Je suis même plutôt une droit de la nature-sceptique à la base. Alors, pas autant que d'autres, mais c'est vrai que moi, je suis intimement convaincue que c'est un outil parmi d'autres, et que si on recourt à cet outil-là, c'est qu'on a besoin d'une symbolique pour montrer en fait l'importance de la nature, et que finalement, la reconnaître comme une personne, ou lui reconnaître des droits comme on en reconnaît une personne sans reconnaître la personnalité, peu importe, eh bien, c'est une manière de souligner l'importance de la nature. Et du coup, on est démunis, alors on essaye de trouver autre chose. C'est quand même notre boulot en tant que juriste que de dire, si c'est pas efficace, il faut proposer autre chose. Alors, ça marche pas, je crois qu'aujourd'hui, on est incapable de le dire. Mais voilà, moi, c'est un peu mon sentiment sur la question. Je vais poursuivre dans le même sens. Donc, effectivement, sur la question de cette, disons, de se plaquer sur la représentation qu'auraient eu les peuples autochtones de la nature en leur donnant des droits, alors déjà en les personnifiant, en leur donnant des droits. Bon, en fait, tout ça est à peu près faux. Et en fait, on le doit quand même aux anthropologues européens du début du siècle dernier, voilà. Parce que effectivement, quand on fait des observations, souvent, alors on devrait pas, mais on essaie de comprendre ce qui se passe et on réintroduit des choses qu'on voit dans son propre système. Et c'est un peu un problème. Parce que pour avoir discuté avec beaucoup d'anthropologues, ils m'ont dit ah oui, sur la personnification, on s'est trompé. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Donc voilà. Qui dit non, sur la personnification, on s'est trompé, et il n'y a pas de personnification et il n'y a pas de droit. Parce que c'est pas comme ça que la relation se vit. On n'est pas déjà dans un système de domination, on est dans un système circulaire où il y a appartenance du tout au tout, si je puis dire. Alors, pardon pour les termes, mais on est là-dessus. C'est que la relation est fraternelle. Il n'y a pas d'humanité s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de nature s'il n'y a pas d'humanité. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement intriqué, et ça fait bizarre de le dire comme ça et un peu cucu, pardon, mais c'est quand même comme ça que c'est vécu, et que c'est réellement pensé. C'est-à-dire que même quand on parle, parce que les termes peuvent être les termes utilisés de cousins, de frères, etc. Donc l'idée d'une personnification, mais parce qu'en fait on rentre aussi en interaction et avec des mots qui ne sont pas forcément ceux qui sont les mots vernaculaires.
Alors, je vais mettre un autre pavé dans la mare, vous m'excuserez. Spirituel, sacré, non plus. Ça, c'est pareil. C'est de la traduction. Alors, traduction. Moi, je ne suis pas d'accord sur traduction. Mais non, je ne sais pas s'il y a un meilleur mot, mais justement pour ça, en fait, l'idée de la traduction, c'est que, en fait, c'est l'idée de comprendre c'est de regarder un système et de se dire qu'on le ferait bien rentrer dans le sien. Mais que du coup, les relations spéciales, particulières, le rapport au monde qu'ont ces populations n'est pas traduisible, je crois, dans nos propres ontologies en tant que telles. Donc peut-être il faut trouver un moyen soit de les accepter pour ce qu'elles sont avec les termes qui sont les leurs. Je crois que vous parlez de langage ce matin. Pour moi, en tout cas, la question du langage est importante. Et si vous me permettez, je vais donner juste un tout petit exemple qui vient du droit international et qui a posé et qui pose encore aujourd'hui d'énormes problèmes. Là, ça va être tout le jeu de la COP 17. On va s'arracher les cheveux là-dessus. C'est que à la fin de la COP 15, donc il y a eu ce fameux article 3. Vous savez, les 30-30 là, protéger 30% des terres et mers d'ici 2030, etc. Donc il y a plusieurs modalités. Il y a les aires protégées. Il y a les nouveaux trucs, les OECM, les autres mesures de conservation par zone, je vous le dis en français. Hein. Et ce truc-là, les OECM, c'était un truc qui avait été fait normalement par et pour les autochtones, qui remontait à la COP 14, qui avait été construit avec l'UICN et la FB. Et on se retrouve à la COP 16 avec ce truc-là dans le cadre mondial pour la biodiversité, mais avec une traduction, en tout cas une explication qui n'avait absolument rien à voir avec ce que les populations mettaient derrière. C'est-à-dire, autre mesure de conservation par zone, c'est je pars de mon mode de vie qui a des résultats de conservation. Et là, on se retrouvait avec une traduction, donc je vous passe les détails et je vais très très vite, pardon, mais on se retrouve avec une traduction qui n'a strictement rien à voir, réappropriation par les États, etc. Donc, jusqu'à 4 heures du matin, vraiment le jour où on doit adopter le texte, il y a eu tout un lobbying de l'AFB, et là, ils ont été très, très forts. Et c'est pour la petite phrase qu'on retrouve à la fin, donc les territoires traditionnels et ITTs, Indigenous, oui, traditionnels et autochtones. Cette petite phrase-là vient d'une rébellion de l'AFB qui dit non, les OECM, ça ne veut pas dire ça, vous n'avez pas traduit avec ce terme ce que ça veut dire pour nous. Donc, puisque vous n'êtes plus en capacité de traduire notre façon de voir les choses, eh bien, on va mettre nos propres termes. Bon, en même temps, on est sur territoire autochtone et traditionnel, hein, ça va, hein, c'est pas non plus. Mais c'est hyper compliqué en fait à traduire en droit, c'est impossible. En fait, tous les États s'arrachent les cheveux sur cette question-là parce qu'ils n'arrivent pas à traduire ce qu'est un territoire autochtone et ce qu'est un territoire traditionnel. Donc, juste pour un tout petit peu imager et de manière, au niveau international, hein, c'est pas non plus complètement fou. Hein, on est sur des choses comme ça. Mais donc, il y a cette relation-là. Donc on a essayé d'emprunter, ou en tout cas de traduire ou de comprendre une relation qui n'est pas traduisible en tant que telle. Parce que on n'est pas dans les mêmes ontologies et on n'est même pas dans la même transcription juridique. C'est vraiment une manière de construire le droit et le système juridique qui est aussi complètement différente. Et donc moi, je sais que c'est mon côté anthropologue du droit sans doute, et moi je milite beaucoup plus pour une question du pluralisme et donc d'accepter des différences, que dans un même système puissent coexister des ensembles, certes différents, mais qui coexistent parce qu'ils font partie d'un ensemble qui va dans un même sens. Juste pour rebondir mais la traduction, elle est nécessaire si tu veux effectivement t'imbriquer dans un système. Là, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'il y a un cadre colonial et que si tu veux que la règle existe, en tout cas en droit de l'environnement, c'est différent, parce qu'il y a du pluralisme juridique en droit des personnes, par exemple. Et ben, si tu veux que la règle existe et qu'elle soit conforme finalement aux usages coutumiers, tu es obligé en fait de la faire rentrer dans le système colonial. Je trouve ça dommage. Oui, mais on est d'accord. Mais... on est d'accord. Moi, je suis pas sûre justement que ce serait pas ça qu'il faudrait changer. Précisément. Ah, mais bien sûr qu'il faudrait le changer. Cette idée, donc ne pas traduire et prendre même les termes vernaculaires avec une explication. Pardon. Excuse-nous, Pierre, en fait, avec une explication derrière, mais justement garder en fait juste parce qu'en fait les mots sont porteurs aussi de la relation. On ne peut pas les traduire en tant que tel. Il y a plein de choses. Moi, je travaille en Guyane, donc oui, par exemple, ce qu'on va dire les esprits. Bon bref, ça ne veut pas. Il y en a déjà plein, et en plus, ils sont très spécifiques par rapport
à un mode d'être, à une pratique, à un comportement, à une saison. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques et qui ne sont pas traduisibles. Mais en revanche, comment dire, qui agissent sur un mode de comportement. Donc, c'est complètement juridique. Il y a une juridicité dans l'imposition que ça porte sur le comportement et l'idée de la sanction qu'il y a derrière. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut arriver, enfin, en tout cas, dans un monde idéal, à faire comprendre. Et c'est pour ça que je militerai un peu pour que cette idée de traduction puisse évoluer dans une acceptation de l'autre, tout simplement, si je puis dire. Mais c'est justement ça, pour en finir avec ce débat, qui est là, par exemple, la démarche, la démarche, elle s'est faite, en fait, à la demande de la collectivité et des chefs coutumiers, parce qu'il y avait, finalement, eux, leur leitmotiv, c'était de dire, les jeunes aujourd'hui sont déconnectés d'un certain nombre de cosmovisions, donc ils ne respectent plus les usages tels qu'ils existent. On a besoin de sanctions. Et c'est ce qu'ils ont dit, on a besoin de sanctions, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient, eux, c'est une formalisation des usages coutumiers avec une sanction administrative ou pénale derrière pour faire respecter en réalité la règle coutumière. Donc par rapport à qui demande, là c'est... Voilà. J'ai 2 minutes. Oui. 30 secondes. Non, mais vous savez, j'ai été élevé dans une famille, il n'y avait que des femmes, donc je n'ai pas de problème. Bon, alors... non, mais parce que ce que disait Natia m'intéresse beaucoup. On parlait ce matin de la difficulté qu'il y a à quand même... on peut imaginer des systèmes juridiques qui, en effet, sont, disons, pluralistes. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut à ce moment-là penser un pluralisme des institutions et pas seulement un pluralisme des sources du droit. Et la difficulté est là. On a la même chose au Québec avec le problème de l'esprit de l'ours. Bon, on connaît bien la situation. Donc, effectivement, comment demander à un juge étatique qui raisonne selon un cadre occidental d'intégrer une ontologie qui n'a aucun rapport avec la sienne et qui ne peut même, dont il ne sait pas très bien quoi faire. Donc, ça, c'est un premier problème en quelque sorte de mise en œuvre. Maintenant, je reviens juste une seconde à la question, la deuxième question, c'est-à-dire comment on explique la diffusion. Ce que montre aussi très bien votre discussion, c'est qu'en fait, on ne peut pas généraliser. Vraiment, c'est une des difficultés qu'on a quand on aimerait faire une théorie générale, c'est que chaque cas est vraiment très particulier. On pourrait revenir longuement sur le cas de l'Équateur, qui est vraiment un cas très intéressant, qui a été très bien étudié par justement des anthropologues dont j'ai pillé les travaux parce que vraiment c'est formidablement bien expliqué. C'est-à-dire que il y a vraiment l'arrivée, enfin l'introduction dans la Constitution équatorienne des droits de la nature est le fruit d'un rapport de force très fort entre des écologistes, des gens qui étaient très hostiles à cette idée, des autochtones qui en fait cherchaient une monnaie d'échange pour en effet faire valoir d'autres intérêts. Et il y a eu une sorte de petit miracle, enfin un miracle qui a été très largement évidemment sollicité par une campagne médiatique et une forme de propagande. Et ça a permis d'aboutir à cette idée. Mais par exemple, si on admet que la question de la Nouvelle-Zélande fait partie des droits de la nature et que la reconnaissance des fleuves ou de terres pour les Maoris relève des droits de la nature, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Il y a un rapport de force aussi, mais on est sur un problème de propriété. En Nouvelle-Zélande, les Maoris ont commencé à revendiquer la propriété de certaines entités naturelles, un fleuve, des fleuves, des parcs, enfin un fleuve, un parc, parce qu'il y avait une politique de privatisation des terres qui se faisait au profit très largement de la population blanche, pour dire les choses rapidement. Et c'est précisément pour neutraliser ces revendications de propriété que certains juristes, dont Alex Frame, qui est trop rarement cité, a eu l'idée d'emprunter à Stone cette idée de donner des droits, de reconnaître une personnalité à une entité naturelle.
Et ça a ensuite été repris par des juristes maoris qui ont réussi à faire, disons, accepter cette idée. On est passé par des agreements dans un premier temps, puis ensuite par une loi. Et évidemment, derrière la question, par exemple, si maintenant j'en reviens une seconde à l'Équateur, le discours des droits de la nature, pourquoi est-ce que ça se diffuse? Mais parce que c'est un discours anticolonial, c'est un discours anti-impérialiste, c'est un discours anticapitaliste, et la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle rend des décisions sur les droits de la nature, ne manque jamais de relever qu'on ne peut pas, on ne doit surtout pas avoir un rapport utilitariste à la nature, que le libre marché a des limites, que la libre consommation et la libre utilisation des ressources a des limites, que tout cela est reconnu d'ailleurs par la Constitution, et que donc il faut qu'on ait un rapport évidemment à la nature qui soit un rapport raisonné, raisonnable, etc. Mais il y a un discours, il y a quand même un certain nombre de phrases qui fleurent bon l'anticapitalisme dans les décisions de la Cour constitutionnelle de l'Équateur. En Nouvelle-Zélande, il n'y a pas tant un discours anticapitaliste qu'un discours plutôt biculturel et qui est de faire en sorte que ces droits reconnus à des entités naturelles ou cette personnalité juridique reconnue, parce que là, pour le coup, il y a une vraie structure de personnalité, eh bien, c'est évidemment un programme, un compromis politique dans un projet politique de biculturalisme. Bon, si on prend le cas de la Bolivie, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça fonctionne vraiment très mal. Mais il y a là aussi, c'était des revendications autochtones qui s'appuient aussi sur un discours très courant, très classique en Amérique latine, un discours anticapitaliste ou en tout cas critique du capitalisme. Et puis, tout ce discours de l'épistémologie des Suds ou du Sud global et de l'autochtonisation du savoir occidental, enfin du savoir justement latino-américain, une forme d'écologisation et aussi d'autochtonisation du droit. Tout ça, c'est un discours qui alimente très largement le discours des droits de la nature. Alberto Acosta, qui a été le président de l'Assemblée constituante en Équateur et qui est un des grands promoteurs des droits de la nature en Amérique latine, est totalement sur un discours qui est qu'au fond, il y a une dimension décoloniale au droit de la nature. Et d'ailleurs, il critique la notion de jurisprudence, de justice environnementale au nom d'une justice écologique qui se veut écocentrique et non pas anthropocentrique. Et donc on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, les discours de droit de la nature est une critique souvent très forte du droit de l'environnement occidental, tout ça avec des guillemets, parce que je n'adhère pas nécessairement à cette séparation entre Occident et autre chose, mais c'est un discours qui est très largement porteur d'une critique du droit de l'environnement tel que ceux qui défendent ces droits de la nature considèrent qu'il se fait aujourd'hui, c'est-à-dire très mal et très largement au profit d'intérêts capitalistes et avec justement une forme de racisme environnemental à la clé, puisque précisément comme ce sont les intérêts capitalistes qui défendent qui en fait agissent, utilisent les normes de droit de l'environnement, ça se fait toujours au détriment des plus pauvres et des personnes et des populations défavorisées. Donc évidemment, les populations autochtones, et malheureusement je ne crois pas que la situation au Brésil aujourd'hui ou dans d'autres pays arrive à démontrer le contraire. Donc, comme ça n'aura échappé à personne, nous, c'est le GIS démocratie et participation. Et donc, la question qu'on se posait aussi au GIS, c'était celle de savoir comment, en fait, ce combat ou cette revendication de donner des droits ou en tout cas de réfléchir à un autre statut pour des éléments de la nature pouvait renouveler les manières de faire participer des personnes autour de ces milieux, de leur protection. Et réciproquement, qu'est-ce qu'on peut observer de la manière dont le droit, une fois qu'il se concrétise, ces droits, comment est-ce qu'il imagine la gestion, le partage voilà, de ces milieux auxquels on essaie d'accorder une autre protection. Voilà, comme ça après je vous laisserai la parole. Alors, je voudrais réagir à cette question parce que là encore, je ne crois pas qu'on puisse généraliser, mais il y a un cas très intéressant qu'étudie beaucoup mieux que moi Sandrine Revet, anthropologue, qui est le cas du fleuve Atrato en Colombie, qui est donc au terme d'une décision de la Cour constitutionnelle colombienne en 2016 qui anticipait un peu le cas de la Nouvelle-Zélande en fait, mais ils étaient très au courant de ce qui se passait en Nouvelle-Zélande. On a donc reconnu le fleuve Atrato comme un sujet de droit.
et non pas comme une personne, mais il faut reconnaître que la décision est assez ambiguë. Mais toujours est-il qu'ils ont essayé de penser, la Cour constitutionnelle a essayé de penser cette possibilité de donner, en fait, de reconnaître le droit du fleuve, qui est un moyen, en fait, très largement au nom. Enfin, là, je rends compte d'une discussion que j'ai eue avec le juge qui a signé la décision. C'était un moyen d'unifier le pays. Donc il y avait encore là aussi une sorte de projet politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans un premier temps, la décision, qui se calquait un peu sur ce qui existait en Nouvelle-Zélande, a dit, OK, il y aura une forme de management du fleuve avec des représentants de l'État et des représentants des communautés locales. Il n'y a pas en tant que tel pas des peuples autochtones comme les Maoris dans ce secteur, puisqu'il y a trois communautés locales différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les communautés locales elles-mêmes qui ont contesté le système mis en place par la Cour constitutionnelle au motif que ce système n'était pas assez représentatif des communautés locales. Toujours est-il qu'ils ont obtenu une modification de cette représentation des communautés locales et ils se sont très largement appropriés et la décision et la gestion de ce fleuve. Et ça ne se fait pas de manière très simple parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'ils agissent de manière totalement bénévole. Ça leur prend un temps fou. Et par ailleurs, ils sont évidemment attaqués par des mafias qui ne pensent qu'à une chose, c'est reprendre la possession du fleuve Atrato pour continuer à faire de leur paillage. Mais le fait est qu'il y a une participation extrêmement forte des populations locales et ce n'est pas donc un gadget. C'est-à-dire que ça a donné vraiment lieu à une forme de reconnaissance réflexive, si je puis dire. Bon, la Nouvelle-Zélande, c'est encore un autre cas, mais le fait est que les Maoris ont vocation à en fait gérer complètement de manière autonome le fleuve Wanganui, puisque la loi prévoit que si au départ il y a un représentant de la couronne et un représentant maori, par la suite il n'y aura que des Maoris. Donc incontestablement, ça peut générer, cette reconnaissance peut générer effectivement une participation des populations locales. Mais ça soulève une question que Bruno Latour posait très très bien, très clairement au Parlement de Loire. Quelles sont les populations qui ont justement avec un fleuve ou un parc ou avec une montagne, un attachement tel que effectivement leur participation puisse être en quelque sorte mise en œuvre et donner lieu à une réalisation concrète. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, effectivement. Si on raisonne dans notre contexte à nous, qui sont les communautés locales de Loire ou de la Seine ou de la Garonne. Voilà, mais ça soulève cette question-là. Mais incontestablement, Zalbalza à Bordeaux trouve que bon, l'idée de reconnaître des droits à la Garonne ou à Garonne, eh bien, l'idée même suscite aussi une forme d'adhésion des populations locales qui, voilà, se veulent revendiquer. Bon, on peut penser que sous l'effet d'une forme de privatisation rampante, on pourrait voir émerger aussi ici des gens qui voudraient défendre telle forêt ou tel écosystème ou tel fleuve en passant par cet instrument, ce truchement des droits de la nature. Ce n'est pas du tout impossible. Moi, je veux bien juste poursuivre, notamment en rebondissant sur la question du fleuve Atrato, parce qu'effectivement, je trouve que les travaux de Sandrine, elle documente vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Et j'aurais peut-être un regard un peu différent sur la manière. Donc, ce que tu dis est tout à fait juste, sans problème, bien sûr. Simplement, je trouve que effectivement, les populations vont revendiquer et se mettre ensemble pour faire cette espèce de groupe de protection du fleuve. Et prenant le terme de gardien par ailleurs, alors enfin, gardien qui est pas bon, hein, c'est une traduction là aussi, stewardship, donc ouais, c'est gardien. Alors pour la petite histoire, on avait beaucoup discuté avec l'UNESCO sur la question gardien, custodian, alors custodian, je ne sais même pas comment ça se traduit en français, mais enfin ce qui avait été intéressant, c'est que gardien renvoie à la question de la tutelle. C'est-à-dire quand même à l'idée d'une prise de position sur le fleuve, une espèce de propriété, en tout cas quelque chose de surplombant, qui n'existe pas non plus là, en termes de...
je suis toujours sur ma traduction, monsieur, mais bon, et qui n'existe pas, donc qui n'est pas du tout représentatif du comportement et de la relation en fait réelle que les populations avec le fleuve. Mais au-delà de ça, ce que je trouvais un peu, j'allais dire injuste quelque part, c'est que finalement ces populations qui sont elles-mêmes justiciables en réalité, parce que elles sont aussi, elles supportent les conséquences des pollutions du fleuve, du fait des orpailleurs et de la violence, etc., se retrouvent ces populations qui vivent dedans avec le fleuve et plus largement, parce que le fleuve c'est pas seulement l'eau, se retrouvent en fait à en avoir la responsabilité, à devoir le gérer, à devoir faire ce qu'explique Sandrine, une espèce de formation, d'éducation à l'environnement de l'ensemble des populations, etc. Donc ça met quand même une responsabilité, une pression sur ces populations, alors qu'elles-mêmes pâtissent finalement du fait que le fleuve soit pollué, etc. Donc je trouvais que quelque part, il y avait une forme un peu de mobilisation, certes, mais quelque part une forme d'injustice, puisque finalement, à la fois elles sont victimes, responsables, elles sont titulaires d'une obligation ça fait beaucoup en fait pour des populations pauvres qui n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir non plus, de résistance, etc. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose ici quand même, le revers de la médaille était un peu compliqué. Et sur le deuxième point que tu soulevais, donc sur l'idée de cet attachement, donc effectivement, on parlait là des populations autochtones et donc des cosmogonies, etc., des savoirs traditionnels, mais il y a aussi tous les savoirs locaux. On parle beaucoup de savoirs traditionnels et de la manière dont les populations autochtones notamment ont un ensemble. Alors on parle de connaissances. Alors je devais vous faire la différence entre connaissance et savoir. Bah, la connaissance, en fait, c'est ce qu'on trouve notamment dans le protocole de Nagoya, hein, c'est-à-dire en fait le résultat. Genre la plante, bah, tu la coupes, tu la mets à bouillir, ça fait un antipalu. Voilà. Sauf que pour avoir cette connaissance-là sur la plante, déjà la plante, quand l'accueillir, comment l'utiliser, pour quel objectif, bah, en fait, ça veut dire qu'il y a une relation de l'individu à son groupe sur un territoire et que ça se transmet. Donc, c'est la manière dont on construit cette connaissance vient en fait de la diffusion et de l'appartenance à un groupe et un territoire. C'est là donc c'est pour ça qu'on distingue savoir de connaissance. Mais en anglais, on n'entend pas. On est sur traditional knowledge, voilà. Sauf qu'en français, on peut le faire. Mais la traduction française, c'est connaissance traditionnelle associée. Bon, voilà. Donc, juste peut-être la question de savoir quel attachement. Donc, il y a celui-là qu'on retrouve chez les autochtones, mais les savoirs locaux, ils existent aussi maintenant. Reste à savoir comment on les récupère. Alors, il se trouve qu'au muséum, on est en train de faire un inventaire sur les savoirs locaux et vernaculaires en France. Là aussi, je pense qu'on va s'amuser un petit peu. On a 18 mois pour faire ça. Le ministère de l'Environnement nous donne un délai absolument fabuleux, n'est-ce pas, pour mettre sur pied. J'espère bien. Pas seulement l'Hexagone, j'espère bien, oui. Et donc, alors on ne doit pas faire chercher tous les savoirs, hein, mais en tout cas, il nous demande un modèle. Alors, je peux vous donner la réponse qu'on va leur faire tout de suite. Alors, il ne peut pas y avoir de modèle parce qu'il y a une multitude de manières de construire des savoirs. Donc, voilà, 18 mois. Donc, voilà, donc peut-être on aura le moyen de pouvoir rediscuter après ça de la manière dont, justement, le rapport à l'objet, à l'entité environnementale, se fait aussi au travers du vécu, de la relation qu'on a tissée avec elle et dont ces savoirs sont une expression. Ça pourra peut-être être un des points. Et donc, juste pour la petite histoire, l'inventaire se fait dans le cadre de la SNB, hein, donc la Stratégie nationale pour la biodiversité, donc qui est la mise en œuvre, c'est le reporting du cadre mondial pour la biodiversité, hein, pour le faire vite. Donc tout ça, ça redescend, quoi. Bien, bon courage. Parce que... pour leur expliquer qu'il y en a qui sont aussi rêvés de connaissances. Alors, moi, je vais peut-être vous ramener en France. Non, alors moi, j'avais pris un peu la question peut-être sous un angle plutôt un peu plus juridique. C'était finalement, je le voyais comme participation à l'élaboration finalement des règles de la protection.
Et en réalité, ça m'a fait penser non seulement à tous ces mouvements qu'on a sur notamment les rivières en France, mais celles qui ont été traduites, et à ma connaissance, mais peut-être que je ne les connais pas, mais moi j'en connais deux, une en Martinique, l'autre en Corse, avec le fleuve Tavignano en Corse, et puis les Salines, qui est une lagune en Martinique, ainsi que les îlets de Martinique, qui, à partir d'un mouvement finalement généralement associatif, en fait, d'associations de l'environnement, qui se sont réunis autour de tel ou tel écosystème, qui ont appelé finalement à une protection de cet écosystème, alors généralement parce qu'il est maltraité, et où finalement va émerger au bout d'un moment l'idée de reconnaître des droits. Moi, je me rappelle en Martinique, quand ça a été le cas, il fallait leur expliquer, oui, mais vous pouvez faire une déclaration des salines qui reconnaît les droits des salines, mais ça n'aura absolument aucun impact. Et l'idée, c'était de dire, oui, mais si on porte ça, après, on ira voir la collectivité, là, en l'occurrence, la collectivité territoriale de Martinique, et on lui demandera, en fait, de reconnaître les droits. Et là, ce qui était difficile, c'est de leur dire, mais oui, mais ça changera rien, parce qu'en fait, la collectivité territoriale de Martinique n'a pas le pouvoir de reconnaître des droits. Et eux, comme ils travaillaient avec nous, ils disaient, mais oui, mais vous l'avez fait en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais donc après, on rentre dans la technique juridique de, oui, mais c'est pas le même pouvoir réglementaire. Mais en réalité, il y avait et c'était une vraie victoire, alors même que c'est purement symbolique, mais le fait que la collectivité, et le fleuve Tavignano encore, c'est pareil. Au départ, c'est une initiative citoyenne qui va être traduite, reprise en fait par la collectivité. La collectivité, sachant pertinemment qu'en réalité, elle adopte un texte qui n'a pas de force juridique, puisqu'elle n'a pas la compétence pour l'adopter, mais qui va finalement aller vers une symbolique pour essayer de forcer, ou en tout cas de contribuer à un élan vers la possibilité de faire soit évoluer ses propres compétences, soit qu'il y ait la possibilité qu'il leur soit reconnu au niveau national de le faire. Mais j'ai trouvé qu'en fait, dans ces mouvements-là, il y avait finalement en France, du fait de la faiblesse, parce qu'on se tourne évidemment vers la collectivité locale. Parce qu'on est dans des initiatives très, très localisées par principe. Du coup, naturellement, on va se tourner vers la collectivité locale qui n'a pas les pouvoirs de répondre juridiquement, en tout cas, et donc qui répond politiquement quand elle le souhaite, parce que toutes ne le font pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était une forme intéressante. Et après, j'ai prolongé la réflexion en me disant, parce qu'il y a une proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée pour introduire les droits de la nature dans la charte de l'environnement. Alors, les chances d'aboutir de la chose, je vous laisse juge. Mais je me suis un peu projetée dans le côté, effectivement, si on pouvait aller reconnaître les droits de la nature, enfin le fait notamment pour les collectivités de dire cet écosystème-là a une importance au niveau local pour tel groupe, et finalement tout ce qu'on pourrait mettre autour et qui pourrait générer effectivement une vraie gouvernance citoyenne de la nature. Mais là, on part très très loin dans l'utopie. Donc bon, je peux peut-être vous faire rêver à la fin de la table ronde, mais je crois que je suis pas sûre de pouvoir aller bien plus loin. Voilà. Juste en passant, on pourrait aussi parler de la Mare Ménor, évidemment, qui est encore un autre cas qui montre effectivement que une initiative citoyenne a pu donner lieu à une réalisation concrète. Alors, je ne sais pas exactement où ça en est, parce que je sais qu'il y a des réglementations qui devaient être prises. Enfin, la Cour constitutionnelle espagnole a admise cette création. Porté par une initiative citoyenne au départ, qui a été portée devant universitaire, c'était les Savicente. Ouais. Juste ce que je voulais aussi préciser, c'est que comme on parle de la Mare Ménor en Espagne, effectivement, c'est une initiative citoyenne qui a été effectivement portée et du coup reprise par le Parlement. On pourrait très bien imaginer, parce que là j'ai parlé du projet de loi constitutionnelle, mais il n'y a pas besoin de réviser la Constitution pour que le Parlement puisse adopter un texte législatif qui reconnaîtrait cette possibilité. C'est simplement effectivement que là il n'y a pas de volonté politique de le faire. Et juste le dernier élément, ces initiatives citoyennes, là encore par rapport à tout à l'heure où on disait finalement
comment on comprend la diffusion, l'appropriation, c'est souvent qu'on est quand même face à des écosystèmes qui sont malades et où les populations finalement cherchent des solutions à l'inaction. Je crois, il me semble, à l'inaction en fait des pouvoirs publics. Et donc là, finalement, cette pas personnification, mais personnalisation de l'écosystème permet un peu de fédérer autour de l'écosystème pour essayer de générer une meilleure protection. Oui, on peut garder le même micro hein, en même temps. Et oui. Et vous l'avez un peu dit, c'est toi Pierre, je crois qu'il a dit, il y a quand même autour de ces droits de la nature, il y a des discours qu'on pourrait dire très polarisés, hein, pour faire neutre, pour rester pas très euphémistique. Il y a les pour et il y a les contre. Hein, il y a vraiment une discussion qui s'organise un peu de cette manière. Et derrière cette discussion, il y a souvent la référence, on en a parlé aussi, au fait que ce serait efficace ou inefficace, comme tu le soulignais Karine, souvent c'est pour réagir, en tout cas en contexte occidental, à une dégradation de l'environnement qu'on propose comme solution, ou en tout cas comme idée de reconnaître des droits à la nature ou à des éléments de la nature. Comment vous positionnez par rapport à ces questions, cette discussion? Comment est-ce qu'on peut la poser peut-être différemment que de sorte à dire on est pour ou on est contre? Est-ce que c'est une affaire de pour et de contre? Et comment on pourrait mesurer les effets que ça peut produire sur les communautés, sur la protection peut-être de la nature ou sur le droit ou sur la manière, voilà, quels effets et comment les mesurer de votre point de vue? Non, alors il me semble que la question, plus il y a de gens qui travaillent sur les droits de la nature, moins et plus il y a de la nuance. C'est-à-dire, à mon sens, plus on va avoir des gens qui sont au milieu et qui disent, comme moi par exemple, c'est un outil parmi d'autres. Et c'est finalement un palliatif. Je suis pas sûre. Oui, évidemment, il y en a qui sont des ayatollahs des droits de la nature et puis d'autres qui sont des ayatollahs qui sont des anti-droits de la nature. Bon, chacun voit midi à sa porte. Donc je sais pas si aujourd'hui, à force qu'il y ait du monde qui s'intéresse à cette question-là, on n'est pas sur des positionnements qui soient plus nuancés sur la question, mais je me trompe peut-être. Sur mesurer les effets du droit de la nature, alors là, moi je passe mon tour. On peut peut-être brancher Michel sur les indicateurs juridiques pour mesurer ça. Ça paraît, je vois, aujourd'hui en tout cas, ça paraît compliqué parce que là encore, on est sur du cas par cas. Et l'encadrement juridique qui va être mis, c'est-à-dire que vous avez des reconnaissances qui sont relativement symboliques et où il n'y a pas tout un appareillage juridique derrière et financier effectivement, et où la reconnaissance elle est finalement plus de l'ordre du politique que de l'ordre du juridique, et puis d'autres où vous avez des appareillages super sophistiqués qui vont effectivement amener à une meilleure préservation de l'écosystème ou pas d'ailleurs. Donc ça me paraît compliqué en fait. C'est un peu comme faire les inventaires des savoirs traditionnels en France. Excuse-moi. Non, juste un mot sur la question de l'efficacité, parce que, bon, nous avons eu une longue conversation avec Michel il y a quelques années sur effectivité et efficacité, mais j'ai toujours, moi, un énorme problème avec l'efficacité du droit en général. De quelle efficacité parle-t-on, en fait? Souvent, je crois qu'assez spontanément, on pense à l'efficacité sociale. Bon, il me semble que quelqu'un a récemment évoqué, je ne sais plus qui, ce matin évoquait cette collègue qui expliquait qu'il y avait quand même des meurtres en France, mais enfin, quand même, le droit pénal continue à être efficace. Bon, quelle est l'efficacité sociale des droits de l'homme? Je pose toujours cette question à ceux qui m'expliquent que les droits de la nature, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai un peu de mal à mesurer moi-même, ou en tout cas à identifier des critères ou des indicateurs de l'efficacité sociale des droits de l'homme, ou même de leur efficacité politique d'ailleurs. Mais
si on raisonne en termes d'efficacité, alors disons juridique, proprement juridique, donc c'est une efficacité qui ne consiste pas à se demander si en effet la nature change et si l'environnement s'améliore, mais si le système peut fonctionner, alors oui, il y a des cas où ça peut fonctionner, mais effectivement, il faut le penser de manière très, très élaborée. C'est un gros travail en amont, ça suppose la mobilisation de beaucoup de ressources, à la fois financières, humaines et temporelles. Donc je crois que là, on pourra dans quelques temps, effectivement, peut-être arriver à penser des indicateurs ou des critères de mesure de l'efficacité, au moins juridique, de ces droits de la nature, selon les situations, mais alors en adaptant les critères aussi en fonction des situations. Je ne sais pas si on pourra arriver à des indicateurs généraux ou, disons, transversaux. Bon, voilà, la réponse que je voulais faire, c'était ça. C'est-à-dire que je trouve que par ailleurs, il y a un discours, et là je termine vraiment, mais le discours de l'efficacité, moi je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec des collègues colombiens environnementalistes, très très hostiles au cas Atrato, parce que avec ce sentiment, pardon pour les environnementalistes éminents de cette salle, mais avec ce sentiment que les droits de la nature allaient en quelque sorte voler aux environnementalistes leur objet d'étude ou leur discipline et leur spécificité. Bon, moi je ne suis pas du tout un ayatollah des droits de la nature, je suis un ayatollah de rien, c'est peut-être le rien qui me mobilise, mais je trouve toujours extrêmement gênant aussi bien le discours lénifiant, ou en tout cas en faveur de la nature, que le discours moins lénifiant, mais quand même parfois un tout petit peu des gens très hostiles, je n'ai pas besoin de citer de nom. Non, mais parce que ça me semble être ne pas prendre, comment dire, au sérieux l'arrière-plan de ce possible outil, en tout cas. Voilà. Oui, alors moi en fait, pour travailler sur la notion d'ordre public écologique matériel depuis 20 ans, j'ai fait ma thèse sur là-dessus. Et après, je me suis dit que j'allais aller voir si un jour ça pouvait exister avec donc du terrain, quoi, enfin des trucs empiriques. Et donc, je travaillais sur la conservation. Moi, ce que je vois avec cette question des droits de la nature et leur émergence, alors moi, c'est pareil, je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, la question se pose pas comme ça. C'est que je trouve que euh, pour les terrains que j'ai fait, notamment celui dont j'ai parlé, qui permet en fait de bien confronter, enfin, je veux dire, les valeurs de la nature ici. Elles sont visibles quand on est sur la fabrique du droit de l'environnement au niveau international et qu'on a des conceptions à la fois de la nature et du monde et du droit qui s'affrontent. La hiérarchie, on la voit bien, quoi. Enfin, on la voit bien. Elle se dessine, disons. On voit des choses apparaître. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cette histoire de droit de la nature, c'est que justement, ça pose au centre le fait que si on est droit sans S, peut-être avec S aussi, mais en tout cas droit sans S, c'est que du coup, la nature aurait le droit d'être protégée. D'être protégée pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle est pour le reste du vivant. C'est-à-dire à la fois cette idée de dynamique, de vraiment de cycle, quoi. Hein, c'est que c'est protéger la nature dans ce qu'elle a, de ce dont elle a besoin pour vivre. Et ça a l'air bête de le dire comme ça. Peut-être que pour des écologues, c'est très simple. Pour des juristes, c'est pas vrai. Parce que si on regarde bien, finalement, toute la construction du droit de l'environnement, finalement, on a beaucoup de techniques juridiques empruntées à beaucoup de branches du droit, sur un objet environnement qui est un objet environnement, mais qui n'est pas un objet écologie, si je peux me permettre. Écologie et écologie au sens des sciences dures et des sciences sociales, là aussi. Donc sciences dures avec les articulations, les interactions entre écosystèmes, le vivant, etc. Mais aussi au sens des sciences sociales. Donc là, bon, je me fais un petit peu la voix du muséum, vous me permettrez. On reprend quand même tous les travaux d'André-Georges Audricourt, notamment. Je ne veux pas citer d'Escola, vous ne m'en voudrez pas. Mais, bah non. Donc André-Georges Audricourt, qui en travaillant à partir du bétail dans des populations, des groupes socio-africains, montre l'attachement au bétail de ces populations et dit finalement, c'est en comprenant la relation que ces populations entretiennent à leur bétail. Donc,
c'est du vivant, c'est un autre vivant. C'est la même relation à la nature qu'on peut trouver dans d'autres populations. La relation au bétail, qu'on comprend la relation que ces individus, ces vivants humains ont avec le reste du groupe humain. Donc c'est, dis-moi comment tu organises ton rapport à la nature, je te dirai comment tu vis avec l'autre, humain et non humain. Et moi, je trouve que cette question du droit de la nature remet en scène le droit, et moi c'est là-dessus que je trouve ça intéressant, c'est une manière de repenser le droit, c'est une manière de refonder peut-être ce droit de l'environnement, le sortir de son aspect technique et strictement environnemental qui tournerait autour de l'homme, et de le repenser comme un droit écologique, donc un droit relationnel, un droit de la relation entre les écosystèmes, l'homme et ce vivant. Je trouve que c'est ça que ça amène potentiellement en termes de réflexion. En termes d'effectivité, d'efficacité, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, en termes de réflexion, je trouve qu'il y a quelque chose réellement sur cette reconstruction autour d'un objet environnement qui est complexe, interrelationnel, entre du vivant humain et du vivant non humain. Et je me dis que si on arrive si au moins ça permet de faire comprendre que c'est pas seulement que l'environnement, c'est pas instrumental, que c'est pas forcément à dominer, que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut détruire, mais dont on a besoin et dans lequel on s'insère, je me dis peut-être qu'on tiendra un bout, en tout cas pas négligeable, d'une évolution, quoi. Voilà. Je suis très idéaliste, hein. On finit sur quelque chose de positif. Merci beaucoup. Moi, ça me fait penser aussi aux travaux de Charles Stepanov sur les rapports au monde sauvage aussi entre les humains. Enfin, il réfléchit justement. Je trouve ça très intéressant, l'anthropologie sur ces sujets. Je sais pas, petite question. Oui, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment très très stimulant. Et j'avais une question un peu pour vous demander d'approfondir des réflexions que vous avez commencé à nous partager là sur les questions des rapports de pouvoir, on va dire, et notamment dans les exemples que vous auriez en tête où il y a eu une reconnaissance politique ou juridique de l'importance, voire de la personnalité de telle entité naturelle, et que ça a abouti à une forme de cogestion, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement justement, entre des populations autochtones et des administrations, j'ai plus l'exemple que vous avez donné, mais voilà, des administrations, disons, issues des sociétés étatisées. Et parce qu'en gros, moi je pars d'un exemple de mon terrain de master qui était sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où il se trouve que depuis 2018 et l'arrêt du projet d'aéroport, il y a eu malgré tout un rapport de force très très intense entre l'État et les habitants pour imposer la réintroduction des procédures, des règles et des institutions étatiques dans la gestion des espaces naturels de la ZAD. Et notamment, en fait, disons de 2012 à 2018, les forêts, donc c'est quand même plusieurs dizaines d'hectares, les forêts de la ZAD étaient non pas gérées, justement, on pourrait dire, mais étaient entretenues et relevaient de pratiques de subsistance dans une forme d'autonomie politique locale. Et ce qui s'est passé en 2018, c'est que donc il y avait une scierie mobile, il y avait du bûcheronnage à la construction en bois, il y avait tout des savoirs locaux et une autonomie politique qui était mise en œuvre. Et ce qui s'est passé en 2018, c'est que l'État a accepté qu'il y ait toujours en partie des formes de participation des occupants de la ZAD à l'entretien de ces forêts pour leur subsistance et la construction, mais avec une cogestion avec l'ONF. En gros, moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, donc forcément à ce moment-là, ça amène, les occupants de la ZAD ont dû développer un certain nombre en termes de technicisation, de codification, d'usage de certains outils plutôt que d'autres, de prélèvement, etc., ont dû transformer en partie leurs pratiques, évidemment, pour être légitimes et reconnus vis-à-vis de l'ONF. Et donc, j'en viens à ma question, qui est, d'après vous, est-ce que ces moments de cogestion sont des moments de prise de pouvoir par exemple, de populations autochtones, de groupes sociaux locaux, de gains de pouvoir,
ou est-ce que c'est au contraire des formes d'acculturation, de dépossession, qui sont une sorte de nouvelle, enfin, d'une colonialité réinventée d'une certaine manière. Voilà. Merci. Bonjour, merci à tous les trois pour vos interventions. C'était vraiment passionnant. Moi, je fais un doctorat en sciences politiques sur les droits de la nature au Pérou et en Bolivie, donc ça m'a beaucoup intéressé vos analyses. J'avais une question pour Karine. Vous disiez qu'au début, vous aviez pensé à la personnalité juridique pour les îles Loyauté, et vous disiez que vous aviez rencontré beaucoup d'opposition sur ce concept, notamment depuis le champ académique. Je voulais savoir de quelle nature étaient les arguments qu'on vous a opposés et également quels sont les autres acteurs qui vous ont opposé, qui sont opposés en fait à cette personnalité juridique. Est-ce qu'il y a eu des organisations environnementales? Est-ce qu'il y a eu l'État sous ses différentes formes aussi qui s'est opposé? Et qu'est-ce que ça a changé avec cette nouvelle catégorie de sujets de droit que vous avez créé, inventé? Quelle a été la réaction de ces groupes? Est-ce que ça a recomposé des alliances sur place? Est-ce que vous avez eu d'autres oppositions? Qu'a changé ce nouveau statut par rapport à la personnalité juridique? Merci. Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions très très intéressantes. Moi je suis Jaher, je fais de la géographie, je fais ma thèse, mais j'ai eu aussi un parcours en droit. Ma question est, est-ce que tous ces problèmes liés à la nature ou de la nature au droit de l'environnement, ça ne serait pas forcément parce qu'il y a une envie d'avoir un seul droit universel à l'environnement? Je dis, et je me rallie à vous quand vous dites on ne peut pas calquer des systèmes sur d'autres parce qu'il y a des relations à l'environnement qu'on ne peut pas traduire. Permettez-moi de vous ramener à Madagascar. Actuellement, il y a jusqu'à 12% du territoire qui a été mis en aire protégée. Et pourtant, tout le monde le sait qu'à Madagascar, il y a une forte crise maintenant de perte de la biodiversité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait le terrain auprès des populations locales, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent en fait, on ne comprend pas parce que ce que vous dites aire protégée, on avait ça. C'est ce que nous appelons Tanifali. Tanifali, c'est, je dirais en français, territoire interdit d'accès. Parce qu'il y a un tombeau des rois ou bien il y a des espèces protégées d'une manière culturelle. Et ils disent qu'on avait ça, mais toutefois, la France est arrivée, à partir des années 20 et 30, le territoire, enfin, les terres deviennent des propriétés domaniales et tout. Donc, on est entré dans l'exploitation pour le capitalisme. Et ils disent, on ne peut pas aujourd'hui embrasser des tanifali vazaïsés. Vazaha, c'est le blanc, c'est l'étranger. Donc, pour eux, ils disent les aires protégées, c'est nos tanifali d'avant, mais c'est juste qui ont été reformulés. Et nous, on ne peut pas entrer à ça. Et pourtant, on avait ce que vous dites, j'ai noté, une entité juridique, on avait des entités juridiques naturelles. Pourquoi j'ai dit juridique? Parce qu'il y avait l'interdiction, mais il y avait aussi la sanction. La personne qui a un frein, qui rentre dans le tanfal ou qui entrave sur une espèce qui est protégée d'une manière traditionnelle, il y avait toute une logistique et des punitions. Par exemple, tu dois donner un zébu, sacrifier au nom du village, faire des rituels. Donc ça faisait que ces territoires étaient protégés par cette... Donc je reviens, est-ce que ce n'est pas l'envie d'avoir un seul droit universel à l'environnement? Merci. Sur les rapports de pouvoir, peut-être, sur la première question, est-ce que ça reconfigure des rapports de pouvoir ou est-ce que... Très rapidement, je n'ai pas une réponse uniforme, mais le cas de la Nouvelle-Zélande est intéressant parce qu'en 2010, la Nouvelle-Zélande a commencé, bon, tout ça remonte au traité de Waitangi, enfin au 1840, je ne vais pas refaire toute l'historique, mais en 2010, il y a eu une première loi qui est apparue révolutionnaire, qui était une loi sur un fleuve, le Waikato, qui établissait une cogestion entre justement les Maoris et la couronne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi est certes apparue comme révolutionnaire, mais on est allé au-delà de la cogestion avec l'idée de personnalité juridique.
Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on passe de cogestion? Pourquoi la cogestion ne suffit pas, en fait? Et la cogestion n'a pas suffi parce que elle posait une difficulté, c'est que, en fait, on laissait en suspens la question de la propriété, et que pour les Maoris, la question de la propriété ne se pose pas dans les mêmes termes que pour les Anglais, en fait. Traditionnellement, enfin habituellement, on distingue une conception, disons, occidentale de la propriété qui se veut absolue, tandis que la propriété telle que les Maoris la pensent, c'est une propriété d'usage, en fait. Donc il n'y a pas de propriété absolue du tout. Et par ailleurs, les Maoris eux-mêmes n'étaient pas tous d'accord. Ils étaient d'accord sur le concept de propriété distinct du concept occidental, mais ils n'étaient pas d'accord exactement sur la façon dont ils entendaient la cogestion. Certains voulaient obtenir une forme de propriété absolue à l'anglaise, tandis que d'autres, au contraire, au nom précisément de la cosmologie maori, voulaient rester dans une forme de propriété purement d'usage, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'où la possibilité de dépasser la cogestion par une forme de neutralisation de la question de la propriété en attribuant une personnalité juridique, enfin une personnalité au fleuve lui-même, plutôt que au fond d'avoir une forme de cogestion avec les conflits que ça pouvait générer. Voilà un élément de réponse, mais malheureusement, mes connaissances sont très limitées, je ne peux pas en dire plus sur d'autres cas. Merci. Alors, je vais répondre à la question, mais pas en partant sur les droits de la nature, puisque j'ai dit que pour moi, du coup, c'est plutôt sur la relation et que ce n'est pas un terme que j'utilisais. Mais je vais prendre deux exemples pour illustrer le « ça dépend ». Donc, un exemple où la cogestion peut être une victoire des populations, on va dire, en tout cas, prise en compte. C'est en Australie, donc vous voyez Uluru, Ayorox, le gros rocher rouge là qu'on voit souvent en Australie. Vous voyez, donc, Uluru. Donc il y a un parc national autour d'Uluru. Et Uluru, donc, c'est un territoire traditionnel de certaines populations, la population de Jukurpa. Et ils ont obtenu, il y a un certain nombre d'années, je ne vais pas le dire parce que je vais dire une bêtise, alors je ne dis pas quand, mais en tout cas ils ont obtenu une cogestion avec les autorités, les gestionnaires de parcs de cette province d'Australie, et donc en fait toute la gestion du parc se fait selon la conception de Jukurpa. Donc ça veut dire que le mythe fondateur, je ne vais pas vous raconter, mais en tout cas, il y a toute une série de comportements, de rites, de mythes qui sont autour d'Uluru et donc de manières de vivre le territoire. Donc en fait, toute la gestion, vous savez, les plans de gestion qu'on fait pour les parcs nationaux, eh ben, tout le plan de gestion, il est écrit, pensé dans la philosophie de Jukurpa, dans le mode de pensée, le mode d'être de Jukurpa. Les comités de gestion du parc se font donc avec les autorités du parc et avec les autorités traditionnelles en langue anglaise et en langue Jukurpa. Donc en fait, ici, le parc vit selon la modalité, le mode de vie du Jukurpa. Quand il y a des cérémonies, le parc est fermé, il y a des parcours qui sont interdits aux visiteurs, notamment l'escalade de l'Uluru, mais enfin ça marche pas bien. Il y en a plein qui veulent escalader Uluru, ce qui était interdit, puisque c'est un site qui est interdit. Donc normalement, on n'a pas le droit d'aller dessus. Donc là, c'est quand même une forme de victoire, de compréhension en tout cas, d'une manière d'être sur un territoire et d'un rapport à ce territoire qui n'est pas celle finalement du dominant qui est venu coloniser l'Australie, etc. Donc ici, on a quand même cette relation, cette compréhension, ce rapport à une autre manière d'être sur un territoire et avec les entités et les autres humains. L'autre exemple, c'est les SDUC, les zones de droit d'usage collectif en Guyane française. Alors ça existe, vous savez que maintenant il y a le PAG, le parc amazonien de Guyane, qui est malgré son nom un parc national français, même si on ne dit pas ça. Le PAG en fait a été construit sur les SDUC. Les SDUC, en fait, les zones de droit d'usage collectif, qui sont donc en fait des couloirs dans lesquels des territoires, parce que je dis couloirs parce que quand on les voit, en fait, c'est vraiment des territoires, des zones sur lesquelles les populations amérindiennes peuvent pratiquer la chasse, la pêche et les abattis. Et donc, vous savez que dans un parc national, normalement, on ne pratique rien du tout de tout ça. Hein. Donc ici, on a superposé un parc national sur des zones de droit d'usage. Donc les populations continuent
à pouvoir avoir accès à ces zones-là et à pouvoir pratiquer la chasse, la pêche et les abattis. Toutefois, évidemment, dans le cadre néanmoins des règles du PAG. Alors, il y a une compréhension, puisqu'on les a quand même gardées. Alors, c'était un truc de haute lutte. Dans les années 70-80, les gens qui ont participé à ça ne sont malheureusement plus là pour en parler, mais ça a été un combat très, très fort pour essayer de pouvoir superposer ces deux types de planification, ces deux types d'aménagement du territoire. Si effectivement on peut se dire, bah oui, les populations ont quand même la possibilité de continuer à mener leurs pratiques, néanmoins, il y a un cadre qui s'impose. Voilà. Voilà. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis contente que ce soit l'exemple négatif. Bah, je trouve, moi. Oui, c'est bon. oui. Voilà. Bon. Je trouve que voilà, il y a quand même un cadre, il y a un cadre qui s'impose. Et même s'il y a les gestionnaires de parcs qui se sont succédés ont je trouve, une compréhension de plus en plus bonne, meilleure, je ne sais pas comment on dit ça, enfin mieux en tout cas, de l'utilisation de ces territoires et donc de ce que signifie la pêche, ça signifie pas du tout ça, la pêche, la chasse et les abattis. Néanmoins, on reste dans une logique de gestion et de conservation surplombante et pas du tout de conservation par le bas qui permet justement par les modes de vie d'assurer la continuité de la biodiversité. Voilà. Donc, je ne réponds pas à la question, mais je vous donne les deux exemples. Ouais, peut-être je peux répondre aussi, comme ça après j'enchaînerai sur l'autre question sur le code. Alors, moi, j'ai deux exemples. Alors, pour peut-être contrebalancer l'exemple guyanais, c'est évidemment en Nouvelle-Calédonie, il y a peut-être deux exemples. Il y a le code de l'environnement de la province des îles où dès le préambule, en fait, est instauré le principe d'une cogestion, en réalité, une cogestion de l'environnement en fait dans la province, donc avec un principe de subsidiarité qui est mis en place, c'est-à-dire que dès lors que les règles coutumières sont considérées comme étant finalement suffisantes, il n'y a pas forcément de réglementation qui vient en fait se substituer aux règles coutumières ou qui vient formaliser les règles coutumières. Un autre exemple qui moi m'a paru, alors qui n'est pas formalisé en tant que cogestion, mais qui en fait a permis un résultat assez intéressant. Là, c'est au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur en fait le Sénat coutumier, qui est une instance qui représente la population autochtone et qui en fait a monté une dynamique qu'ils ont appelée la vision Kanak de l'océan et qui a abouti l'année dernière à la mise en place d'un moratoire sur l'exploitation des fonds marins pour une durée de 50 ans. La population autochtone en fait ayant réussi à imposer en quelque sorte en fait sa vision des fonds marins en disant en fait les fonds marins c'est là où reposent nos ancêtres et donc aller exploiter les fonds marins c'est en fait déranger les esprits déranger les ancêtres et donc il faut pas le faire et donc il y a un moratoire quand même qui a été signé malgré la situation en plus en Calédonie à ce moment-là, donc c'est assez qui a été d'ailleurs adopté à l'unanimité, ce qui est assez notable. Pour enchaîner, alors ça serait peut-être un peu long et je vois que l'heure tourne, donc si vous voulez, on pourra en discuter après, mais très rapidement. Oui, alors dans un premier temps, en parlant de personnalité juridique, on a été confronté effectivement à une opposition assez forte du monde académique et particulièrement, j'ai envie de dire que les privatistes avaient plus de mal que les publicistes, évidemment parce que tradition civiliste oblige. Mais on avait aussi effectivement des difficultés, principalement avec l'État, qui voyait pas d'un très bon œil cette évolution, mais en réalité pas sur le principe. Là, je dois dire que c'est pas forcément sur le principe. Et c'est pour ça que ça n'existe plus aujourd'hui les entités naturelles et juridiques. C'est une question de partage de compétences entre autorités locales. Parler personnalité juridique voulait dire droit civil, compétence de la Nouvelle-Calédonie et pas des provinces. Et c'est un peu à ce jeu-là qu'on a essayé de jouer en faisant les entités naturelles juridiques pour dire on ne fait pas du droit civil. Il y avait une subtilité que le rapporteur au Conseil d'État a vue, mais où il a dit dans ses conclusions
il y a néanmoins une grosse évolution conceptuelle, vous pouvez quand même pas la cacher. Et ce qui n'était pas faux. Bon, nous, on avait prévenu qu'il y avait 80% de chances que ça passe pas, mais qu'il fallait tenter. Et où la rapporteure au tribunal administratif était d'accord avec nous en disant que ça pouvait le faire. Le Conseil d'État, lui, n'a pas vu la subtilité, puisque dans son avis, il dit carrément qu'on reconnaît la personnalité, enfin, que la Prince des Îles reconnaît la personnalité juridique, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Donc peut-être mais je suis pas sûre qu'on ait moins d'opposition non plus dans le monde académique, parce que en fait, quand vous dites finalement on va pas reconnaître la personnalité, vous tombez sur la question suivante, qui est: est-ce qu'on peut reconnaître sujet de droit sans avoir la personnalité? Donc en réalité, vous réglez pas du tout de problème avec les collègues qui ont pas envie d'être convaincus. Après, j'ai bon espoir. J'ai un cours sur la titularité des droits fondamentaux en M2. J'ai discuté avec mes étudiants. Il y en a un qui était pas d'accord. Il m'a dit quand même, c'est Portalis. On lui a dit ouais, mais Portalis, ça fait un moment quand même. Et puis c'était peut-être pas les mêmes contraintes environnementales à l'époque. Mais tous les autres étaient d'accord pour faire évoluer les concepts, parce qu'il y en avait besoin. Donc je me dis que on va peut-être y arriver dans 40 ans. Voilà. Donc et après, vis-à-vis de l'État, non, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont même réussi. Je crois, dans un des mémoires, les écritures de l'État, c'était un de leurs moyens, c'était quand même qu'en reconnaissant l'existence d'entités naturelles juridiques, on violait la charte de l'environnement. Alors, ils n'ont pas précisé quel article, donc j'ai toujours pas trouvé. Évidemment, ça n'a pas passé le cap du premier échange d'écriture. Mais voilà, donc je suis pas sûre qu'on ait réglé grand-chose en fait avec cette question-là. On s'est juste dit que ça serait peut-être un peu plus discret et que ça passerait, mais ça l'a pas fait. Voilà. Mais je reste assez convaincue que en fait l'annulation, et que ce soit les rapporteurs publics ou l'avis du Conseil d'État ou le jugement du tribunal administratif, il n'y a pas une opposition de principe sur la faisabilité juridique de la chose à un niveau qui est législatif, parce que le pouvoir normatif des provinces, en réalité, il est réglementaire, mais il s'inscrit, il intervient en fait finalement en substitution des règles législatives nationales. Donc, je pense qu'il n'y a pas une opposition de principe, en tout cas des magistrats, sur la question. S'il y a une volonté politique et que ça se fait, on s'est posé la question, parce qu'aujourd'hui, en fait, la question qui se pose, c'est comme le juge a dit que c'était de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, il y a un projet, quand un jour il y aura eu des élections en Calédonie et qu'on pourra à nouveau faire quelque chose, il y a un projet de faire une loi du pays, en fait, pour le reconnaître au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et donc la question que le gouvernement nous a posée, c'est: est-ce que vous pensez que si on fait une loi du pays, le Conseil constitutionnel y trouvera une quelconque objection? Moi, je vois pas. Je vois pas ce que pourrait soulever effectivement le Conseil constitutionnel qui aurait valeur constitutionnelle, auquel ne pourrait pas. Donc si une loi du pays peut le faire en Nouvelle-Calédonie, par définition, une loi au niveau national peut le faire aussi. Voilà. Donc c'est simplement qu'il faut toucher à chose personnelle. Sur le pluralisme, J'aurais tendance à être d'accord. Évidemment. Maintenant, une fois qu'on a dit ça. Oui. Après, je pense que vous avez compris que je ne suis pas tout à fait pour cette idée d'un droit surplombant, universalisant. En plus, pour moi, la question de l'universalisme est compliquée. En plus, pour moi, le terme universel, moi, je parle plutôt sur des conceptions pluriverselles. Donc, on peut avoir des objectifs en termes d'atteinte de droits, etc., qui sont identiques, mais avec des modalités différentes. Donc, je reste sur mon aspect je vais être encore très positive et tout ça. Ça m'arrive jamais, en fait. Bon, finalement. Mais à essayer de... Il y a des modes, à mon avis, en tout cas, il y a des modalités des modes de faire qui sont très différents et qui peuvent aboutir à même amener à un même objectif. Donc, le terme universel, pour moi, est déjà assez compliqué. Et il y a, pour ma part, un problème qui est celui de la décolonisation du droit. C'est que si, effectivement, on parle de décolonisation des territoires, il y a aussi toute la logique, alors je n'avais pas encore dit tout ça, mais
la question des décolonialités aussi des processus et des manières de faire. Ici, notamment à Madagascar, il y a quand même énormément de cadres juridiques qui viennent du cadre français et qui ne sont pas adaptés en fait au territoire. Mais on parle de Madagascar comme on parlerait de plein d'autres territoires où en réalité on a des cadres qui ont été adoptés du colonisateur, et une fois que le colonisateur est parti, ok, décolonisation du territoire, mais pas décolonisation des processus, pas de décolonialité. Et même encore, quand moi je travaille en Afrique australe, je peux vous dire que les cadres de l'apartheid sont toujours existants, y compris dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Et notamment sur la question de la gestion de la nature, gestion de la nature utilisée comme outil de gestion sociale, bon, c'est toujours la même chose. Donc, je ne sais pas si l'objectif, en tout cas, c'est celui-là, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a une manière de penser le droit, une manière d'avoir une seule représentation qui serait légitime de la nature ou du rapport à la nature, alors qu'on voit bien, c'est bien ce dont on discute ici, mais je crois depuis ce matin et plus largement, qu'il y a une multitude de manières d'être, une manière d'organiser, et peut-être que c'est ça qu'il faudrait commencer à prendre en compte plutôt que d'imposer juste un moyen uniforme. Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, on a la certitude que c'est très diversifié. C'était vraiment intéressant de voir la diversité de ce que peut abriter cette expression dans les représentations, dans la manière de la nommer, dans les différents espaces dans lesquels vous nous avez invités, puisque grâce à vous, nous avons beaucoup voyagé et on a été là où il fait un peu plus chaud qu'ici. Donc, c'est merveilleux pour se réchauffer. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Et puis, bon début d'année 2026.